pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous dire quelques mots sur qui nous sommes. Vous êtes ici dans les murs d'un groupe qui, depuis 85 ans, s'appelle le groupe ENOS, qui récemment a été rebaptisé Miromeni l'éducation. Donc Miromeni, vous comprendrez facilement, rue de Miromeni, depuis 85 ans dans ces murs, donc ça méritait bien quand même d'être cité. Et puis Miromeni l'éducation parce que nous sommes un groupe avec aujourd'hui 3 écoles historiques. Tout d'abord l'ENOS, c'est pour ça que ce groupe s'appelait comme ça, puisque c'est la première école qui a été créée en 1937. C'est une école d'expertise comptable et d'audit qui depuis donc 85 ans forme des experts comptables et des commissaires aux comptes. Nous sommes donc la plus grande, la plus ancienne, la plus grande, et puis je dois dire aussi modestement la meilleure école d'expertise comptable et d'audit, puisque tous les ans, nous recevons depuis 7 ans le trophée de la meilleure école de gestion et de comptabilité. Et je tiens à saluer d'ailleurs le directeur de cette école, M. Carlier, qui est là, à qui nous devons cela depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Nous avons donc une seconde école, qui est l'école supérieure des transports, qui forme des managers en transport et logistique. Et puis nous avons une école de ressources humaines qui forme des personnes sur la partie administration du personnel, la paye et le management des ressources humaines. Et puis, depuis quelques années, nous avons 2 nouvelles entités qui sont partie prenante à ce groupe, c'est-à-dire que nous avons créé un CFA qui s'appelle le CFA Miromeni l'éducation, et nous avons développé donc cette école Enesia qui a été créée avec M. Nicolas Lopez et avec qui nous avons noué un partenariat très étroit pour développer les métiers de data et d'intelligence artificielle. Donc voilà brièvement ce que je voulais vous dire sur ce groupe. Et je vais peut-être laisser la parole à M. Lopez qui va nous en dire un petit peu plus et nous présenter cette conférence. Alors tout d'abord, merci beaucoup à tous d'être venus, aussi nombreux. Il fait très froid ce soir, donc vraiment merci. Alors nous accueillons ce soir Sylvain Ribaud, donc, qui est chercheur en physique théorique au commissariat de l'énergie atomique à l'université de Saclay, qui est physicien théoricien dans le secteur de la physique statistique, qui a étudié la théorie des cordes et qui va nous présenter un petit peu l'étendue de son domaine, la physique statistique, comment des concepts empruntés à la physique peuvent également avoir des répercussions dans le secteur de la politique, dans le secteur des sciences humaines et dans d'autres. Alors, je tiens aussi à préciser qu'en tant que fondateur d'Enesia, qui est une école d'intelligence artificielle, on tient énormément à soutenir la recherche fondamentale. Il n'y a pas que la recherche appliquée. La recherche appliquée qui, elle, est soutenue en général par des investisseurs, des entrepreneurs, des financiers, des fonds d'investissement. Et souvent, la recherche fondamentale est lésée. Donc, quand on parle de recherche fondamentale, on parle de physique théorique, on parle de biologie moléculaire, et on parle d'informatique théorique qui, ensuite, donne les outils nécessaires à créer l'intelligence artificielle et le monde de demain. Donc, Enesia se veut être, disons, une école soutenant la recherche fondamentale, et plus particulièrement, avec le background que j'ai, la physique théorique. Alors, c'était très important de mentionner ça, parce que, surtout en Europe, la recherche a de moins en moins de fonds, et par un petit peu un élan philanthropique, notre école veut aider au développement justement de la recherche fondamentale, la recherche théorique, et c'est dans ce sens que nous voulons lancer cette conférence. Voilà. Donc je laisse la parole à M. Sylvain Ribaud qui va nous présenter la transition de phase en physique statistique de la percolation à l'apprentissage artificiel. Merci de m'avoir invité. Et donc, au risque de vous décevoir, je vais parler assez peu des applications, je vais me concentrer sur la physique parce que je me suis aperçu qu'on n'aurait pas le temps de dire beaucoup de choses comme de la politique par exemple, mais donc je vais
l'application en dehors de la physique, ce sera l'apprentissage artificiel qui, je pense, vous intéresse particulièrement, du moins dans cette école. Et puis, je vais quand même commencer par la physique et me concentrer particulièrement sur la physique. Et donc, d'abord, pourquoi la physique statistique? Et qu'est-ce que la physique statistique? Et une façon de voir qu'on a besoin de la physique statistique, c'est de se poser la question, combien y a-t-il d'atomes dans le corps humain, par exemple? Est-ce que vous avez une petite idée? Je ne vous donne pas un chiffre exact, surtout qu'à chaque fois que vous respirez, ça change. 100 milliards? Non, des trilliards. Des trilliards. C'est un chiffre avec combien de chiffres? Un nombre à combien de chiffres? Combien de décimales? Combien de milliers? Je ne sais pas, au moins. Il y a au moins 12 zéros. Vous dites 12 chiffres en gros. 12 chiffres, on va dire 10 puissance 50. 50 chiffres. 10 puissance 50. Ah. On est entre les deux en fait. Donc, on estime le nombre d'atomes dans un corps humain à environ 7 10 puissance 27. Ça fait un nombre à 28 chiffres en fait. Donc, entre 10 et 50, on y était à peu près. Et donc, avec un tel nombre d'atomes, si vous voulez comprendre ce qui se passe, alors vous avez besoin de comprendre ce qui se passe au niveau des atomes, parce que vous avez des molécules comme l'ADN qui sont faites d'atomes, et parfois changer un atome, ça peut avoir des conséquences. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas suivre chaque atome individuellement. Même avec tous les ordinateurs que vous voulez, il y en a tout simplement trop. Donc il faut une science qui, à partir des propriétés d'une particule, si vous voulez, peut prédire les propriétés d'un ensemble, d'un grand nombre de ces particules. Et c'est ça la définition pratiquement de la physique statistique. Donc, je vais commencer pas par les atomes qui sont un peu petits pour qu'on les voit, mais par une particule un peu plus grande qui est cette balle. Donc, qu'est-ce qu'on sait des propriétés de cette balle avant de pouvoir les extrapoler à un très grand nombre de particules? Donc pour ça, je vais faire une toute petite expérience et j'aurai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour faire l'expérience en fait. Enfin, en tant que physicien théoricien, il vaut mieux pas que je fasse l'expérience. Donc, il me faudrait un ou une volontaire. Allez. Alors, voilà le dispositif expérimental. On n'a pas révisé, hein. Je ne sais pas Voilà. si... Il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a pas Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Alors, vous prenez la balle et vous la lâchez quelque part au-dessus du saladier. Pas trop haut. Juste pour voir où elle va finir. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Où finit-elle? Dans le saladier, elle a... Mais où dans le saladier? Sur la droite, sur le bord. Sur le bord. En fait, ce que je voulais que vous disiez, c'est qu'elle finit au fond du saladier. Oui, au fond du saladier. Mais ça paraît peut-être trop évident, en fait, pour être dit. Mais au fond du saladier... C'est vrai que ce saladier a un fond un peu trop grand à mon goût, et j'aurais préféré un fond plus petit et des bords plus grands. Donc, si vous lâchez la balle ailleurs, où va-t-elle finir? Alors, ailleurs. Non, toujours au-dessus du saladier. Là. Oui ou... Voilà. Alors, elle est au fond du saladier. Ben voilà, c'est tout. Merci. Non, on ne veut pas vraiment en savoir plus, parce que n'oubliez pas que ça, c'est une particule, mais à la fin, on va devoir suivre des milliards de particules. Donc cette particule, on ne veut pas savoir sa trajectoire exacte, on ne veut pas en savoir grand-chose, mais on veut savoir que si on la lâche, elle veut aller au fond. Et comment on va décrire cette tendance pour la balle de finir au fond? Avec un concept qui s'appelle l'énergie, en fait. Alors, dans ce cas-là, l'énergie, on va dire, c'est l'altitude de la balle. Et le fond du saladier, c'est l'endroit où elle a le moins d'énergie possible. Donc, elle a une tendance à minimiser son énergie. Voilà ce qu'on veut retenir de cette balle. Alors, maintenant, est-ce qu'elle a toujours tendance à minimiser son énergie? Souvent, les objets physiques ont une autre tendance opposée qui est celle d'explorer le monde, en quelque sorte. Et je vous demande de prendre le saladier maintenant et de le secouer de plus en plus fort. Alors, vous avez perdu la balle, vous l'avez secoué trop fort. Mais mais c'est bon, merci. Je pense qu'on a à peu près compris. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Comme tant que vous ne secouillez pas trop fort, où se trouvait la balle finalement? Alors, elle est toujours au fond du saladier, mais elle... Non, un peu plus fort quand même. Un peu plus fort, donc elle peut se soulever. Donc Oui. elle n'est pas toujours au fond du saladier. D'accord. Merci. C'est ça la conclusion que j'espérais. Donc, la balle explore en fait le saladier. Elle explore le fond, mais aussi les parois. Ce qui revient à dire qu'elle augmente
le nombre d'états accessibles, elle augmente la région qu'elle explore, donc elle augmente son entropie. Et donc on a... Alors merci, je crois qu'on a conclu cette expérience avec succès. Bravo. Avec des applaudissements. Donc on a ces deux tendances opposées, et qu'est-ce qui dit si la balle va plutôt... si c'est l'énergie qui va l'emporter, c'est-à-dire si la balle reste au fond, ou si c'est l'entropie, c'est-à-dire si elle explore tout le saladier, c'est la force avec laquelle vous avez secoué le saladier, c'est-à-dire l'agitation finalement. Et donc si vous voulez, ces deux tendances, c'est un peu comme dans un parc d'attractions, soit vous allez refaire tout le temps votre manège fétiche, soit vous essayez d'explorer le plus de manèges possible. Bon. Et donc cette agitation de la balle, au niveau microscopique, maintenant si la balle était un atome, comment appellerait-on la quantité qui mesure l'agitation de cet atome? Avez-vous une idée? C'est l'électricité. Pas tout à fait. Donc l'électricité, ce serait le mouvement des particules chargées. Mais là, je prends n'importe quelle particule, même pas forcément chargée électriquement. La température, voilà, merci. Donc la température mesure l'agitation des atomes, des molécules, de toutes les particules microscopiques, finalement. Et donc, c'est cette notion qui vous dit qu'il l'emporte entre l'énergie et l'entropie. Donc, pour être plus précis, donc, si on n'a pas d'agitation du tout, on a une température qui est de moins 273 degrés 15, qu'on appelle le zéro absolu. On ne peut pas descendre en dessous, puisque par définition, c'est pas d'agitation du tout. Ensuite, si vous voulez savoir ce que va faire la balle, donc, vous n'avez à étudier qu'une quantité qui est donc cette combinaison de l'énergie divisée par la température moins le zéro absolu, ce qui fait plus 273,15, moins l'entropie. Alors cette formule veut tout simplement dire que si la température est grande, le premier terme avec l'énergie va essentiellement être négligeable, parce qu'il est divisé par la température, et donc ce qui vous restera, c'est moins l'entropie. Vous voulez minimiser moins l'entropie, autrement dit maximiser l'entropie, autrement dit explorer une région la plus grande possible. En revanche, si la température est petite, si elle est proche de moins 273,15, c'est le premier terme avec l'énergie qui va dominer, vous pourrez négliger l'entropie, et c'est ce qui se passe au début, quand on n'agite pas le saladier, la balle minimise son énergie en descendant jusqu'au fond. Et donc, on peut voir un peu ce comportement en traçant la distance de la balle au fond du saladier en fonction de la température. Donc, si la température était au zéro absolu, la balle resterait au fond sans bouger. Sa distance serait minimale. Et plus vous augmentez la température, plus elle s'éloigne, plus elle explore une grande région. Voilà. Des questions jusqu'à maintenant? Parce que là, je pense qu'on a compris à peu près le mouvement d'une particule, et donc maintenant, on va pouvoir passer au mouvement d'un grand nombre de particules. La gravité, elle joue un rôle aussi, non? Oui, tout à fait. Donc la gravité, c'est elle qui est à l'origine de l'énergie. C'est-à-dire l'énergie de la balle, c'est-à-dire son altitude, finalement, c'est l'énergie potentielle de pesanteur dans un champ de gravité. Mais vous voyez, là, on essaye de formuler le problème de façon très générale, d'oublier que ça vient de la gravité, à la limite, parce que justement, on va vouloir traiter un très grand nombre de particules, donc on veut éliminer les détails et ne garder que l'essentiel, c'est-à-dire en fait l'énergie, l'entropie, la température. D'autres questions? D'accord. Donc, si on a maintenant un système avec un grand nombre d'atomes, est-ce qu'à votre avis, il va se comporter un peu de la même façon? Est-ce qu'en fonction de la température, la distance, par exemple, ou certaines propriétés vont augmenter progressivement? Vous pensez que oui? Bon, vous ne voulez pas vous mouiller. Là, vous avez raison. Vous avez raison parce que je vais vous donner un exemple d'un système, pourtant tout simple, c'est de l'eau. Donc, imaginons que je commence avec un cube de glace. Je commence avec mon cube de glace à une très petite température, moins 200 degrés, moins 100 degrés, et je me mets à augmenter la température. Mettons, je passe de moins 100 degrés à moins 50 degrés. Qu'est-ce qui arrive à mon cube de glace? De moins 100 à moins 50, il ne se passe rien. Donc la distance de mon cube de glace à sa position initiale reste la même finalement. C'est cette courbe toute plate là que j'ai dessinée à gauche de la courbe. Mais quand j'arrive à 0 degré, c'est pas que la distance augmente petit à petit, c'est que la glace fond, on a une flaque d'eau, mettons que c'est sur une table,
Bon, la flaque d'eau ne va pas s'étendre indéfiniment, il y a la tension de surface qui va la limiter à une certaine taille, mais en tout cas, la distance va augmenter d'un coup et ensuite rester stable pendant que la température augmente encore de 0 à 100 degrés. Et arrivé à 100 degrés, eh bien, oui, l'eau s'évapore, et là, les molécules d'eau peuvent aller aussi loin qu'elles veulent finalement, à une distance infinie, à la limite, enfin, ou remplir toute la pièce, mettons. Donc, on n'a pas du tout une augmentation de la distance continue avec la température, mais on a des transitions brutales, finalement, qu'on appelle des transitions de phase. Donc, la fonte de la glace et l'évaporation de l'eau. Donc, vous êtes d'accord? Alors, donc, je pense que ça montre qu'on a une différence très grande entre le comportement d'une particule et le comportement d'un grand nombre de particules qui composent finalement l'eau. Et donc, il va falloir essayer de comprendre pourquoi on a cette différence aussi grande. Et, bon, alors, essayer de comprendre avec de l'eau, en fait, c'est peut-être pas la bonne chose à faire parce que l'eau, c'est encore très très compliqué en physique. Donc l'eau est composée, les molécules d'eau sont composées de 3 atomes, donc un oxygène, 2 hydrogènes, qui sont arrangés à une certaine géométrie avec un certain angle des 2 atomes d'hydrogène par rapport à l'oxygène, qui vibrent en permanence. En fait, c'est très difficile de comprendre le comportement de l'eau. Et à vrai dire, par exemple, quand je vous ai dit la glace, je ne vous ai même pas dit quel type de glace. La glace, c'est un réseau, un cristal fait de molécules d'eau. Mais il y a plusieurs façons d'arranger ces molécules d'eau sous forme de cristal. En fait, on en a découvert une il y a quelques jours, une nouvelle encore. Donc, pour comprendre ce genre de phénomène, on construit des modèles simplifiés, très simplifiés, comme par exemple le modèle d'Ising, qui existe depuis une centaine d'années. Et donc, le modèle d'Ising, c'est qu'au lieu d'avoir un certain nombre d'atomes, mettons, j'ai un échiquier avec un certain nombre de cases. Bon, je vais vouloir que ce nombre de cases soit grand, mais pour l'instant, je vais prendre un échiquier à 4 cases, c'est la partie haute de ce transparent. Et chaque case, en plus, elle peut faire que 2 choses. Elle peut être soit occupée, soit vide. Donc à partir de là, mon échiquier, il a en fait 16 coloriages possibles, 2 puissance 4. Chaque case choisit si elle est occupée ou libre. Donc là, j'ai dessiné les 16 états possibles de l'échiquier. Donc, pour l'instant, c'est juste l'ensemble des états de ce système. Ensuite, pour dire comment il va se comporter physiquement, il faut définir ce qu'est l'énergie. Parce que je vais lui demander de minimiser son énergie. Mais qu'est-ce qu'est l'énergie? Alors ça, c'est encore une définition qu'on fait dans ce modèle. On définit l'énergie comme, en fait, la frontière entre la région occupée et la région vide. Bon, si vous voyez, mettons, la région occupée comme la plage et la région vide comme la mer, c'est la longueur du littoral. Donc, dans ces échiquiers 7 par 7, j'ai tracé en rouge cette frontière et sa longueur, ça nous donne l'énergie. Donc, j'ai en fait 3 échiquiers, les 3 de gauche, que j'ai tirés au hasard, qui sont des échiquiers un petit peu typiques, si vous voulez. Et celui de droite, en revanche, il n'est pas tout à fait tiré au hasard. C'est une configuration où j'ai regroupé les cases vides et les cases occupées. D'ailleurs, il a une énergie nettement plus faible. Alors, une question? Pourquoi il est à 11 alors qu'il y a 12 très haut? Alors, soit je me suis trompé. Oui, ça doit être une erreur. Bon, comme on est dans les grands nombres, on va dire qu'on n'est pas à 1 près. Il n'y a pas que moi qui me plante. Hein. Okay. Donc, mettons que le système, mettons qu'il ait une basse température. Ça veut dire qu'il veut avoir l'énergie la plus faible possible. Alors, quel va être son état? À votre avis, quel est son état? Combien y a-t-il d'états possibles si on veut vraiment minimiser l'énergie? Pas tout blanc. À quoi va ressembler mon échiquier si je cherche l'état qui a l'énergie la plus faible? D'ailleurs, quelle est cette énergie la plus faible? Est-ce que c'est 11? Est-ce que j'ai déjà trouvé l'énergie la plus faible? Ah, c'est 0.
c'est 0, en effet, l'énergie la plus faible est 0, et l'état qui atteint cette énergie, qu'est-ce que c'est? Tout blanc ou tout noir. Oui, tout blanc ou tout noir. Donc finalement, j'ai deux états possibles qui minimisent l'énergie. Mais bon, 11, c'est déjà une énergie assez faible. En revanche, maintenant, disons que je suis à température élevée, donc je ne m'occupe plus tellement de mon énergie, je cherche à maximiser mon entropie, c'est-à-dire à explorer le plus de configurations possibles. Autrement dit, je mets mon échiquier dans un état typique, un état tiré au hasard. Et bien, c'est plutôt l'état de gauche là qu'on va voir. C'est une espèce de mélange de cases blanches et de cases noires avec une énergie un peu moyenne. Ce ne sera pas l'énergie maximale possible, ce sera quelque chose entre les deux. Et donc, maintenant, si je veux, on va revenir à mon problème initial, mon problème de comprendre, mettons, l'eau, la fonte de la glace. Alors, l'échiquier de droite, celui qui a une énergie faible, mais celui qui est bien ordonné, ressemble, si vous voulez, à un cristal, à la glace, où tous les atomes sont bien ordonnés. En revanche, l'échiquier de gauche, lui, il va ressembler plutôt à de l'eau ou à de la vapeur d'eau. À vrai dire, l'analogie n'est pas parfaite parce que dans le modèle d'Ising, on a une seule transition de phase entre un état ordonné et un état désordonné. Alors que dans l'eau, j'avais deux transitions de phase, glace, solide, liquide. Glace, liquide, gazeux. Donc en fait, ce modèle d'Ising, il ne représente qu'une seule de ces deux transitions, mais on a quand même donc, cette phase ordonnée, cette phase désordonnée. Bon, voilà, donc j'ai montré ce modèle, et c'est vrai qu'avec ce modèle, on étudie vraiment les propriétés de l'eau. On peut dire des choses, même quantitatives, éventuellement, sur les propriétés d'un système physique comme l'eau. Mais maintenant, pour comprendre plus précisément pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on prend un système très grand, avec un grand nombre de particules, je vais introduire un autre modèle qui est la percolation. Donc c'est un modèle qui s'inspire d'un phénomène physique appelé percolation. À votre avis, dans quel contexte ce phénomène peut-il se produire? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Oui? Dans quel contexte? C'était Michel Serres qui parlait de ça. Pour le café. Là, je pensais à une application. Et en effet, une application de la percolation, c'est le café. Donc, le mot percolation désigne un phénomène où un liquide, mettons, s'infiltre dans un milieu solide, mais dans un milieu qui a du mal à le laisser passer. Et la question est de savoir s'il va arriver à s'infiltrer jusqu'en bas, mettons. Et donc, ça a des applications au café, mais voyez-vous d'autres applications de ce phénomène? Je vais vous aider un peu. On peut avoir un autre liquide, c'est l'eau, tout simplement, dans les roches. Donc une nappe phréatique, par exemple. Et il existe aussi, même j'ai découvert en préparant ce séminaire, la percolation dentaire. Donc apparemment, les dents sont un petit peu poreuses et on peut avoir des liquides qui s'infiltrent. Donc, bon, ça pourrait avoir une influence sur la santé dentaire. Donc en quoi consiste la percolation? Là encore, on fait un petit modèle qui est presque la même chose que le modèle d'Ising, mais avec des petites différences. Donc là, je fais encore une grille, un échiquier, mais cette fois je décale les rangées un petit peu, pour que les cases se touchent pas en diagonale, mais seulement selon leur côté. Et ensuite, on prend toutes ces cases et on remplit aléatoirement les cases. Donc mettons, je décide que j'ai une chance sur deux pour chaque case d'être remplie ou vide. Donc là, vous voyez, ça c'est trois configurations que j'ai tirées entièrement au hasard. Donc à chaque fois, on a 100 cases, et elles ont une chance sur deux d'être remplies ou vides. Donc on a de l'ordre de 50 cases remplies. 49, 53 ou 55. Alors, les petits malins peuvent compter pour voir s'il n'y a pas une erreur. Il y en a 48 ou 49. Mais s'il y a une erreur, je dirais que c'est pas de ma faute parce que c'est un petit programme qui a calculé le nombre de cases, donc c'est plutôt un bug qu'une erreur de ma part. Et donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question dans la percolation? Donc là, je vais plus tellement regarder l'énergie ou la température. En fait, je vais remplacer la température par cette probabilité que les cases soient remplies ou vides. C'est en fonction de ça qu'on va avoir une transition de phase.
Et ce que je vais regarder, c'est si je peux, en marchant sur les cases remplies, passer du bas en haut de l'échiquier. Si je peux passer, je dirais que ça percole. C'est-à-dire, bon, bah, je récupère du café en bas de mon percolateur, si vous voulez. Et si je ne peux pas passer, bah, ça ne marche pas, ça ne percole pas. Donc lesquels percolent Alors est-ce que le premier, qui pense que le premier percole? Dans mon premier échiquier, je dirais qu'il percole, parce qu'à gauche, vous voyez, vous avez un chemin. Vous avez un chemin. Ici. Donc, le deuxième, à votre avis? Non, le deuxième, en effet, il ne percole pas. Il ne percole pas, vous pouvez essayer ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à passer du haut en bas. Et le troisième, il percole. Et c'est même mieux, il percole 2 fois. Je peux passer là, je peux passer là. Donc, dans ce modèle, ce qu'on veut étudier, c'est la probabilité de percoler, en fait, en fonction de la probabilité que les cases soient remplies ou vides. Et on veut voir comment se comporte cette probabilité en fonction de la taille de l'échiquier, parce qu'à la fin, on veut comprendre ce qui est différent entre un petit nombre de particules et un grand nombre de particules. Donc, prenons un échiquier de n fois n cases, donc petit p c'est la probabilité de remplir chaque case, et grand P indice perco, la probabilité que ça percole. Maintenant, si je prends un petit échiquier du genre n égale 5, 5 par 5, et que je trace la probabilité de percoler en fonction de petit p, de la probabilité de remplir une case, je vais voir une courbe assez lisse qui passe, donc on passe de 0 à 1. Bien sûr, si petit p égale 0, on n'a aucune case n'est remplie, donc on ne risque pas de percoler. Si p égale 1, toutes les cases sont remplies, donc on va forcément percoler, et entre les deux, on va passer de l'un à l'autre. Et quand vous augmentez n, quand vous augmentez la taille de l'échiquier, alors cette courbe devient un peu plus pentue au milieu, disons. Et quand n devient très grand, ce qui se passe, c'est qu'on a une courbe qui est plus vraiment courbe, elle est juste faite de segments, donc on a d'abord une probabilité de percoler qui reste à 0 jusqu'à ce que la moitié des cases soient remplies, et là tout à coup, on passe à une probabilité de 1. Voilà, donc ce modèle de la percolation, si on arrive à comprendre pourquoi il se comporte comme ça, alors ça nous dira pourquoi les systèmes avec des systèmes très grands, avec un grand nombre de particules, finalement se comportent différemment des systèmes plus petits. Alors maintenant, je voudrais vous donner une idée de comment on peut raisonner pour arriver à montrer ce genre de résultat. Alors pas en grand détail mathématique, mais le genre quand même d'idées de raisonnement qu'on utilise pour arriver à ça. Donc d'abord, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi la probabilité critique, c'est-à-dire celle où un grand système percole, c'est 0,5, c'est un demi. Pourquoi est-ce qu'on continue à percoler dès qu'on remplit la moitié de notre très grand échiquier? Alors, pour montrer ça, on va utiliser un concept qui s'appelle la dualité. En fait, donc, en fait, je vais revenir à mon échiquier et on va faire un petit raisonnement. On va se dire, bon, si je n'arrive pas à percoler, mettons, si je n'arrive pas à passer de haut en bas en suivant les cases remplies, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va m'empêcher de passer de haut en bas? Ben, ce qui va m'empêcher, c'est que j'ai trouvé une barrière de cases vides, finalement. Donc, dans le cas où je ne percole pas, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai cette barrière ici qui me bloque. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dit autrement, c'est que je percole en suivant les cases vides de droite à gauche. C'est-à-dire, si j'avais retourné mon échiquier et changé toutes les cases vides en cases pleines, je percolerais. Donc, on a cette relation entre percoler ou pas, de haut en bas ou de droite à gauche. Case noire, case vide, case remplie. Donc, c'est une relation qu'on appelle la dualité et qui nous dit des choses, en fait, sur cette probabilité de percolation. Donc, si j'exprime cette dualité comme une équation,
je dis que la probabilité de ne pas percoler, qui est 1 moins P perco, c'est égal à la probabilité de percoler pour les blancs, mais de droite à gauche. Donc P perco de 1 moins P. Et à partir de cette équation, si je mets petit p égale 0,5, je trouve que la probabilité de percoler à 0,5 est elle-même 0,5, et la moitié, et 50%. Et dire ça, c'est dire que si on a une transition, elle ne peut se faire qu'à la probabilité 0,5. Voilà. Donc, premier petit raisonnement pour dire où se passe finalement cette transition de phase. Elle se passe forcément à la probabilité 1,5. Maintenant, je vais faire un autre raisonnement pour dire pourquoi cette transition de phase est si brutale en fait. Mais y a-t-il des questions pour l'instant? Alors, Si, à la limite, moi j'ai une question. Pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a 100% de chances que ça percole quand la taille de l'échiquier est à l'infini? Fondamentalement, sur une infinité de solutions, c'est quasiment sûr qu'il y aura un moment où ça va percoler au moins une fois, quoi. d'accord, mais ce qu'on veut, c'est la probabilité qu'une solution donnée percole. Ah oui, ok. Si vous voulez, c'est vrai que vous pourrez toujours dessiner des solutions qui percolent, mais il y aura tellement de solutions qui ne percolent pas que la probabilité de percoler va quand même être 0. Juste, on a eu 0,5, enfin, on a choisi 0,5. Mais si on avait pris 0,3 par exemple, est-ce que ça n'aurait pas été au niveau de 0,3 notre droite Oui, donc vous voulez savoir si on avait choisi 0,3. Mais en fait, ces courbes-là que j'ai tracées, elles montrent ce qui se passe pour tous les choix possibles de la probabilité P, entre 0 et 1. Donc 0,3 est incluse finalement dedans. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe avec une probabilité 0,3, il faut regarder dans ces courbes à 0,3. Donc vous voyez que dans un petit échiquier, vous aurez quand même une chance non négligeable de percoler. Mais plus il devient grand, plus cette chance est faible. Et dans ce grand échiquier de taille infinie, vous n'avez plus aucune chance de percoler si seulement 30% des cases sont pleines. D'autres questions? Alors, donc, maintenant je vais essayer de vous convaincre. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu que la probabilité de percoler devait être, enfin que la probabilité critique devait être 0,5, mais je vais essayer de vous convaincre maintenant que la transition doit être brutale. Et ça, peut-être que ça va. C'est un raisonnement qui va peut-être vous paraître un peu plus familier parce que c'est la loi des grands nombres finalement, celle qui s'applique aussi bien au sondage, par exemple, au sondage d'opinion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la fraction de cases qui sont remplies. Donc, cette fraction, je l'appelle petit f, c'est le nombre de cases remplies divisé par le nombre total de cases, qui est n fois n. Et donc, ce qu'on va admettre quand même, c'est que quand l'échiquier est très grand, eh bien, je vais percoler si au moins la moitié des cases sont remplies. Ça, je n'ai pas de raisonnement très simple pour vous le montrer. Ce que je veux vous montrer par un petit raisonnement, c'est que si la probabilité P elle-même est supérieure à 0,5, alors la fraction de cases remplies sera forcément elle-même supérieure à 0,5. Et même plus précisément, la fraction de cases remplies, je vais essayer de vous convaincre qu'elle est égale à la probabilité P, quand n est très grand. Alors pour ça, je vais supposer que la probabilité P est de 0,6. Ce qui veut dire que pour chaque case, j'ai 60% de chance qu'elle soit remplie. C'est comme ça que je dessine mon échiquier. À chaque case, je tire un dé à 10 faces, mettons, et si je fais au moins... j'ai 6 chances sur 10 que ma case soit remplie. Et dans ce cas, je trace ici, sur ces figures, la probabilité de trouver une certaine fraction de l'échiquier colorié. Alors si mon échiquier est petit, c'est sûr, j'ai de bonnes chances que 6 cases sur 10 vont être remplies, mais je ne serais pas tellement surpris si je trouve qu'en fait c'est 5 sur 10 ou 7 sur 10 ou même 4 sur 10. Tout simplement parce que c'est un tirage aléatoire. C'est un peu comme si vous faites un sondage d'opinion, mais mettons que mettons que dans la population française, on est 60% de gens qui préfèrent les brocolis et 40% les choux de Bruxelles.
Si vous prenez un échantillon de 10 personnes et que vous leur demandez ce qu'ils préfèrent, bon, vous avez des chances de tomber sur 6 qui préfèrent les brocolis, mais si vous trouvez 2 ou 8, à la limite, c'est pas choquant. C'est pas que votre échantillon est petit finalement. Donc c'est ce que représente cette première courbe. Si votre échantillon est un peu plus grand, si vous faites votre sondage sur 100 personnes, alors vous avez de bonnes chances que vous en ayez environ 60 qui préfèrent les brocolis. Sachant que, mettons que dans toute la population française, c'est 60%. Donc sur un échantillon de 100 personnes, ça va être de l'ordre de 60. Ça pourrait être 50, ça pourrait être 70. Et maintenant, si vous prenez un échantillon très grand, du genre 1 million de personnes, alors là, la proportion de gens qui vont préférer les brocolis va certainement être quasiment 60%. Il y aura un très petit écart, une très petite erreur dans ce sondage. Voilà. Donc, si on revient à notre échiquier, ça veut dire que, à partir du moment où la probabilité qu'une case soit remplie dépasse la moitié, dépasse 0,5, alors sur tout mon échiquier, mon grand échiquier, j'aurai certainement plus de la moitié des cases qui vont être remplies, et donc je vais pouvoir faire coller. Mais dès que je remplis les cases, dès que chaque case a moins d'une chance sur 2 d'être remplie, alors sur mon très grand échiquier, je vais avoir aussi moins de la moitié des cases remplies. Et c'est pour dire qu'à la moitié, il va se produire cette transition très brutale entre un cas où on est sûr de ne pas faire coller et un cas où on est quasiment sûr de faire coller. Voilà. Des questions ? Voilà, bon, ça c'était les raisonnements peut-être les plus difficiles et les plus abstraits de mon exposé. Donc maintenant je vais passer un peu à l'application à l'intelligence artificielle, enfin l'apprentissage artificiel pour être plus précis. Donc je vais essayer de vous montrer que les transitions de phase peuvent être pertinentes dans l'apprentissage artificiel. Pour ça, je vais parler du problème peut-être le plus important, celui qui motive toute cette recherche sur l'apprentissage artificiel, c'est-à-dire savoir reconnaître les chats. Donc, on vous donne à votre ordinateur une image, et l'ordinateur doit vous dire s'il y a un chat sur l'image. C'est vraiment essentiel. Comment sinon vous pourriez trier vos photos de famille, par exemple. Bon, ça pourrait être les chats. On peut aussi vouloir reconnaître les visages, reconnaître les tumeurs cancéreuses d'ailleurs, mais bon, les chats, c'est sans doute le plus important. Donc, d'abord, est-ce que j'ai des grands nombres dans ce problème? Bon, voilà, je vous ai marqué la réponse sur le transparent. Donc là, je teste surtout si vous êtes encore réveillé. Donc, en effet, le nombre de pixels... Alors là j'ai vraiment mis l'image de la plus basse résolution que j'ai réussi à trouver, et il y a déjà des centaines de pixels. Mais de nos jours, quand vous prenez une image, typiquement, vous avez des milliers, si ce n'est des millions de pixels. Donc, oui, on a des grands nombres dans ce problème. C'est un nombre assez grand pour que la physique statistique puisse être pertinente. Mais il n'y a pas que le nombre de pixels, il y a le nombre d'images aussi. Parce que votre ordinateur qui doit apprendre à reconnaître les chats, comment vous allez lui apprendre? Vous allez lui donner des images de chats, des images déjà connues représentant des chats. Et vous allez lui en donner un grand nombre pour qu'ensuite il ait une chance de reconnaître une image qu'il n'a pas déjà rencontrée. Donc ce nombre d'images, M, c'est aussi un nombre assez grand. Donc ayant des grands nombres, on a peut-être besoin de la physique statistique. Alors maintenant, je vais essayer de faire une analogie, mais bon, je le fais comme une analogie, mais c'est en fait, on peut rendre cette analogie assez précise en fait. C'est pas uniquement une vague analogie, une vague ressemblance. Donc, c'est une analogie entre ce problème d'apprentissage artificiel et des problèmes de physique statistique. Et notamment, je voudrais comparer ces nombres aux quantités que j'ai évoquées, qui sont l'énergie, l'entropie, la température. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui se compare, mettons, à l'entropie dans ce problème? L'entropie, je vous rappelle, c'était un peu le nombre d'états possibles de mon système. Alors, il n'y a pas beaucoup de réponses possibles. C'est chat ou pas chat, quoi. Alors, vous dites c'est chat ou pas chat. Alors, pas vraiment. Chat ou pas chat, c'est juste deux possibilités. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. Donc, chat ou pas chat, c'est le résultat que l'ordinateur va fournir. Alors, l'entropie, ça compte, si vous voulez, la taille du système, le nombre d'états possibles. Donc, l'entropie,
Voilà, le nombre d'images, pas tout à fait, non. Pas encore. Alors, oui, c'est la variété d'images en fait qui compte. Et ça, ça dépend finalement du nombre de pixels. Plus vous avez de pixels, plus vous avez d'images possibles. Donc, l'analogue de l'entropie dans ce système, c'est le nombre de pixels. N. En revanche, le nombre d'images, je veux comparer ça à l'énergie, parce que chaque fois que vous donnez une image à votre machine, elle doit s'arranger pour reconnaître que cette image est un chat. Donc, la machine, bon, on va pas trop se demander ce qu'il y a dedans. La machine, en fait, c'est un réseau de neurones qui ont un certain nombre de paramètres. Donc, si vous voulez, chaque neurone, c'est comme un petit programme qui reçoit des données en entrée, qui peuvent être des pixels, et qui envoie des données en sortie vers d'autres neurones, par exemple. Donc, elle fait une opération mathématique qui dépend de certains paramètres, mais chaque fois que vous donnez une image, vous exigez que votre machine ajuste ses paramètres pour, à la fin, dire que c'est bien un chat, pour reconnaître que c'est un chat. Donc, c'est ce qui contraint votre système, c'est ce qui force votre machine à ajuster son état, et qui limite aussi les possibilités de votre machine d'adopter des états variés. Donc, c'est pour ça que je compare le nombre d'images à l'énergie. Et donc, je vais comparer le rapport N sur M à la température. Donc la température qui était la quantité qui nous disait si le problème était dominé par l'entropie ou par l'énergie. Et donc si on commence avec un rapport élevé, c'est-à-dire beaucoup d'images, beaucoup de pixels, vous avez beaucoup de pixels, des grandes images, et vous n'en avez pas beaucoup, vous donnez quelques images de chats à votre machine, alors votre machine va arriver à s'adapter pour dire que c'est bien des chats, mais si vous lui donnez une image qu'elle ne connaît pas déjà, elle n'a aucune chance de la reconnaître. Parce que vous lui avez donné... Elle n'a pas eu assez de données. Donc... Mais c'est le nombre de pixels total ou le nombre de pixels par image? Par image, par image. N, c'est le nombre de pixels par image. Et il se trouve que dans ce système, on va avoir une première transition de phase quand X va diminuer et qu'on va commencer à donner suffisamment d'images de chats. Donc, ce qui va se passer dans ce cas, c'est qu'il existera une seule machine capable de reconnaître toutes ces images, capable de s'adapter à toutes les images que vous lui avez données. Donc, on est content. En fait, on n'est pas si content que ça, parce que on peut prouver que la machine existe, mais ça ne nous dit pas qu'on est capable d'y arriver. Parce que, je vous rappelle, on est dans le processus d'apprentissage. Donc, on part d'une machine qui est dans un état un peu quelconque, avec des paramètres quelconques, et on lui donne petit à petit des images, et on lui demande d'ajuster ces paramètres pour arriver à reconnaître ces images. Et la question, c'est est-ce que ce processus va converger, est-ce qu'il va se terminer à ma machine capable de reconnaître toutes mes images? Et en fait, c'est pas parce que cette machine existe que forcément vous allez converger vers cette machine. Pour converger vers cette machine, il faut que le nombre d'images soit encore plus grand et que vous ayez franchi une deuxième transition de phase, que vous ayez un X encore plus faible, l'équivalent d'une température encore plus faible. Et là, l'apprentissage devient possible, c'est-à-dire que votre processus d'apprentissage va se terminer vers une machine qui fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire reconnaître les chats. Voilà, des questions? Alors, maintenant, pour finir, je vais parler de ce qui se passe à la transition de phase. Parce que la transition de phase, c'est des phénomènes vraiment très importants, que ce soit en physique, bon, en apprentissage artificiel. En fait, par exemple, c'est tellement important que notre échelle de température est basée sur les transitions de phase. On avait décrété que les degrés Celsius, c'était 0 à la fonte de la glace et 100 à l'évaporation de l'eau. Et c'est souvent utile d'étudier la transition de phase elle-même. Et pour ça, je vais revenir à la percolation. Et donc là, je me suis mis à faire de la percolation sur des échiquiers qui commencent à être assez grands. Alors, bon, pour des raisons pratiques, je n'ai pas fait 1 million par 1 million, mais là, on a le premier 30 par 30 cases, le deuxième 42 par 42 et le troisième 60 par 60. Et donc, la transition de phase, je vous rappelle, pour la percolation, elle se produit quand je colorie, quand chaque case a une chance sur deux d'être coloriée, d'être remplie.
une chance sur 2. Donc c'est ce que j'ai fait là. Chaque case ici a une chance sur 2. Et vous voyez que, grosso modo, on a la moitié des cases qui sont coloriées dans chacun de ces échiquiers. Maintenant, je voudrais insister sur l'apparence de ces échiquiers et ce qu'on peut en déduire. Et la question c'est, est-ce qu'il y a une grande différence finalement quand je varie la taille de l'échiquier entre 30, 42, 60? Est-ce que vu de loin, est-ce qu'il se passe des choses vraiment différentes? Vous dites plutôt non, et c'est la réponse que j'espère. Donc l'idée c'est que quand vous augmentez la taille, quand elle devient suffisamment grande, ben, vous ne savez plus vraiment quelle est cette taille. Ça ne fait plus tellement de différence sur l'apparence de l'échiquier. Et une façon de mesurer ça, c'est si vous regardez quels sont les amas. Ce que j'appelle les amas, c'est des ensembles de cases remplies et qui se touchent. Et là, vous voyez, j'ai des amas qui peuvent être tout petits avec seulement une seule case. J'ai des amas de 2, 3, 4 cases. J'ai des amas de taille moyenne ici, d'une dizaine de cases. J'ai aussi des amas qui sont plus grands, voire très grands, qui contiennent certainement des centaines de cases. Et en fait, vous avez des amas de toutes les tailles, quand n est assez grand. Et cette propriété s'appelle l'invariance d'échelle. Quelle que soit l'échelle à laquelle vous regardez votre système, vous voyez à peu près la même chose. Donc si vous zoomez là-dessus, ça ne va pas vraiment changer son aspect. Et on a une autre invariance que pour la démontrer, j'ai fait tourner à 45 degrés cet échiquier. Si vous regardez bien, vous allez voir que là, les cases sont alignées dans ce sens-là, à 45 degrés. Et là encore, vu de loin, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change la forme ou l'apparence de l'échiquier? Pas vraiment. Et donc, la symétrie qui est apparue, c'est l'invariance par rotation. Vous pouvez tourner que ce soit 45 degrés, 30 degrés, n'importe quelle rotation. Vous allez avoir la même chose essentiellement. Ce qui est assez remarquable, parce que je suis quand même parti d'un échiquier bien carré, où j'avais deux directions, la direction horizontale et la direction verticale. Mais quand j'ai pris un échiquier suffisamment grand, ça n'a plus d'importance finalement. Donc, on a l'émergence de ces symétries, et on a un objet géométrique qui a ces symétries-là, s'appelle une fractale. Et donc, ces amas de percolation, quand n est grand, ce sont des fractales. Des questions? Alors, bon, j'ai dit ça, alors, je ne suis pas un mathématicien, plutôt physicien, donc si je parle de fractales, c'est pas uniquement pour des raisons esthétiques, c'est pas pour dire qu'on va en faire des œuvres d'art, c'est parce qu'en fait, ça a des conséquences physiques très importantes. Comme toujours, quand on a des symétries en physique, finalement. Alors, ces conséquences physiques vont se manifester quand j'essaye de calculer quelque chose comme une connectivité à deux points, par exemple. Alors, je vais vous dire ce que c'est tout de suite. C'est la probabilité que deux points soient dans le même amas. C'est-à-dire, mettons que je prends un point noir par ici, un point noir par là, et je me demande si je peux aller de l'un à l'autre en suivant mon amas. Donc, c'est le même problème que la percolation, sauf qu'au lieu d'essayer de passer du bord bas au bord haut, je passe d'un certain point à un autre point. Alors, cette probabilité, à cause de ces symétries, ben, ça peut être, elle est très contrainte. En fait, on sait exactement ce que c'est, presque exactement ce que c'est comme fonction. On peut la calculer, et le résultat est écrit ici, dans cette formule. Probabilité, c'est C, une constante. Alors celle-là, je ne peux pas la calculer, mais ce que je peux calculer, c'est le facteur suivant, D, qui est la distance des deux points, fois une puissance qui est à deux dimensions exactement, moins 5/24e. Alors, je dis que je peux le calculer, je ne vous ai pas montré le calcul, hein, mais néanmoins, on peut le calculer grâce à ces symétries-là. Donc, bon, déjà, on peut vérifier que ce n'est pas une formule absurde parce que c'est une puissance négative, D moins 5/24e, ce qui veut dire que quand les deux points s'éloignent, ils ont moins de chances d'être dans le même amas, ils ont moins de chances d'être reliés. Ça, c'est le fait que la puissance est négative. Bon, après, le fait que ce soit vraiment exactement 5/24e, ça, en revanche,
ça demande un peu plus de travail pour en arriver là. Alors, l'intérêt de ce résultat, donc, c'est qu'il est vraiment dicté par la symétrie du problème. Il ne dépend pas de la taille de l'échiquier. Il ne dépend pas de la géométrie, donc je suis parti d'un échiquier formé de carrés, mais j'aurais pu prendre des triangles, j'aurais pu prendre des hexagones, ça aurait été exactement le même résultat. Et finalement, si vous considérez les applications de la percolation, que ce soit à des dents, à des roches, au café même, ce sera toujours ce même résultat. Alors, le truc, c'est que là, j'ai un résultat à 2 dimensions. Alors, si vous voulez faire du café, il vaut mieux qu'il soit à 3 dimensions. Votre café, je ne sais pas ce que c'est du café à 2 dimensions. Mais, donc, à 3 dimensions, c'est pas 5/24e, c'est un autre nombre. En fait, on ne sait pas exactement ce que c'est que ce nombre. On le calcule avec une assez bonne approximation. On ne peut pas l'exprimer comme une fraction comme ça exacte. Mais bon, donc c'est le même résultat pour tous les matériaux. Et ce fait s'appelle l'universalité en physique. C'est le fait que les lois physiques vont être valables, en général comme conséquence des symétries, vont être valables très très généralement sur à peu près tous les matériaux possibles, à condition que vous ayez le même phénomène physique de percolation. Et alors, il y a d'autres exemples de résultats universels, enfin il y en a beaucoup, mais j'en ai donné 2 autres. C'est par exemple la propagation des fissures dans un matériau. Il se trouve que les lois qui régissent la propagation des fissures sont à peu près les mêmes dans à peu près tous les matériaux, donc que ce soit dans du béton, dans du métal, dans même du papier, du bois, c'est à peu près les mêmes lois. Et j'ai des collègues aussi qui s'amusent à étudier la structure des villes, donc la taille des villes. Alors, vous prenez toutes les villes du monde, disons, et vous les classez par taille, puis vous regardez, si vous voulez, un peu plus finement leur structure, leur organisation spatiale. Et si vous faites ça, vous allez trouver aussi des lois universelles, en fait. Voilà. Et donc, bon, pour conclure, je vais dire que la physique statistique, c'est un peu comme toute science, c'est quelque chose qui, a priori, c'est que c'est un outil, c'est quelque chose de totalement neutre. Donc, une fois que vous avez compris, c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire. Est-ce que, si vous faites de l'intelligence artificielle, est-ce que vous voulez aider un dictateur à reconnaître ses opposants dans une manifestation, ou est-ce que vous voulez aider un médecin à reconnaître des tumeurs cancéreuses? Et la percolation aussi, est-ce que vous voulez faire du café meilleur et moins cher, ou est-ce que vous voulez aider à pomper encore un peu plus de pétrole? Voilà. Merci pour votre attention. J'ai une question. Vous avez évoqué tout à l'heure la politique. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas le temps, mais on a peut-être 2 petites minutes pour nous dire l'impact du coup. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est que quand on a des modèles simples comme ça, comme le modèle d'Ising, on peut être tenté de l'appliquer à un problème comme la politique. Donc imaginons qu'au lieu de dire que c'est les noirs et les cases vides et les cases remplies, je vais dire que c'est les rouges et les bleus, selon les couleurs de 2 partis politiques. C'est plus simple s'il n'y en a que 2, mais bon, on peut faire avec un plus grand nombre. Et on peut essayer d'étudier la dynamique un peu de la population. Donc on peut dire que un individu est influencé par les opinions des individus qui l'entourent. Éventuellement, s'il est entouré de trop d'individus d'une autre couleur, soit il va changer de couleur, soit il va déménager dans un endroit qui lui paraît plus favorable. Donc on peut, avec des modèles à peine plus compliqués que le modèle d'Ising, finalement, traiter ces questions. Après, la question, c'est est-ce qu'on obtient vraiment des résultats fiables et rigoureux? Dans le domaine de la politique, c'est moins évident, parce que c'est un système qui, finalement, est quand même très compliqué, et les individus eux-mêmes se comportent de façon légèrement plus compliquée que les particules, malheureusement, heureusement, pardon. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'essayer de trouver des lois aussi inspirées de la physique statistique. Chaque loi trouvée est brevetée ou... Est-ce que les lois sont brevetées? Non, là, on ne peut pas breveter les lois de la nature, en fait. C'est un principe fondamental même de la propriété intellectuelle. On peut breveter des inventions. Une fois que vous avez trouvé une loi, si vous voulez breveter quelque chose, il faut inventer une machine ou un procédé ou quelque chose qui met en pratique cette loi. Et heureusement, d'ailleurs, parce que si on brevetait tout ce qu'on trouve en recherche fondamentale, on ne pourrait plus avancer, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, il faudrait se demander
à qui appartient les concepts sur lesquels on construit, parce que c'est vraiment un processus très, très collectif, enfin, où comme disait Newton, on est toujours perché sur l'épaule des géants qui nous ont précédés, des travaux qui se sont faits précédemment. Donc, oui, donc on n'est pas du tout dans le domaine des brevets, même si, au niveau des applications elles-mêmes, vous pouvez éventuellement, à la fin, breveter des choses. Moi, j'ai une question. Si, alors, à cause des dimensions fractales, justement, en ayant, disons, un microcosme du comportement de l'ensemble beaucoup plus grand, on peut retranscrire à partir de ce microcosme l'ensemble, l'intégralité de l'ensemble beaucoup plus grand. Oui, alors, en effet, c'est ça la propriété d'invariance d'échelle, c'est le fait que étudier une petite partie du système, vous trouvez les mêmes propriétés que dans le système en général. Mais ce qui finalement n'est pas tellement utile, parce que ça veut aussi dire que le système plus petit est aussi compliqué que le grand finalement. Donc dans ce cas-là, pour comprendre le système, ça ne sert plus à rien de prendre une plus petite partie. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser cette notion d'invariance d'échelle et les autres symétries. D'accord. Mais en réalité, au niveau de l'information traitée, typiquement, par exemple, si on prend un réseau neuronal biologique dans le cerveau, si on comprend le comportement donc sur, à petite échelle sur une partie du cerveau, certes, on va avoir à peu près le même comportement, la même dispersion neuronale sur l'ensemble du cerveau, mais en termes d'information créée par les neurones, est-ce qu'on peut arriver à régénérer de l'information à partir d'une petite dimension sur l'ensemble de... sur tout l'ensemble en réalité. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. Je crois que c'est une bonne question, mais je ne pense pas que je puisse y répondre, parce que là, ça va vraiment très au-delà de mes compétences. D'accord. Donc, en termes d'entropie d'information, voilà, c'était ça ma question. Est-ce que l'information peut éviter l'entropie grâce à des lois d'échelle? Très bonne question. Voilà. Je le dirai à mes élèves. Hein. Examen demain. Donc voilà, vous avez 4 heures. Est-ce que le rapport avec la fonction d'activation de quoi au juste? Des percepteurs. Alors, je pense que mathématiquement, ça va être une fonction qui ressemble beaucoup, en effet. Mais est-ce que ça a un rapport ou pas? On a parlé d'apprentissage. Eh bien, là encore, c'est une bonne question. J'ai peur de ne pas pouvoir y répondre, n'étant pas tellement spécialiste des neurones. Alors, c'est vrai qu'un neurone, c'est un neurone, mais d'un autre côté, c'est aussi un système qui se comporte lui-même d'un très grand nombre d'atomes, des milliards sûrement. Donc, il peut très bien, dans les neurones, y avoir des effets de grand nombre, donc de transition de phase éventuellement. Est-ce que c'est un effet comme ça qui est responsable de cette transition? C'est une bonne question. Je n'ai pas dit que les transitions de phase étaient responsables de toutes les courbes que vous allez trouver qui ont cette forme-là, mais en effet, voir la ressemblance, ça soulève des bonnes questions. Et donc, tu as en partie la réponse. Une question concernant les mots de passe, par exemple. La complexité d'un mot de passe, on parle d'entropie aussi. Plus l'entropie est importante, plus le mot de passe est compliqué à deviner. Est-ce que vous pouvez peut-être nous illustrer cette démonstration? Disons, en effet, la notion d'entropie est très pertinente pour les mots de passe, parce que l'entropie, c'est l'ensemble des états possibles du système. Donc plus vous avez de caractères dans un mot de passe, plus votre mot de passe plus vous avez de mots de passe possible, tout simplement, et plus il est difficile à craquer. Mais à part ça, je ne vois pas trop ce que je peux dire sur les mots de passe pour l'instant. C'est ça. Oui, donc tant que le directeur de l'établissement est bref, c'est mes collègues enseignants sur un autre plan. J'aimerais avoir votre avis sur le chat GPT. De mes collègues, de moi, et on va plus un petit tas. Voilà, parce que je travaille sur le chat GPT, même si je connais la réponse à peu près, mais je veux. Comme c'est un sujet d'actualité.
Moi, j'avoue que j'ai pas testé moi-même ChatGPT, mais j'ai vu ce que ça donnait quand un collègue, disons, un paléontologiste a fait le test en lui demandant quels sont les plus gros dinosaures par leur poids. Et la réponse donnée par ChatGPT, pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet comme moi, a l'air super. C'est-à-dire vous avez une liste de 5 dinosaures avec une discussion de leur poids et des raisons pour lesquelles on pense qu'ils sont plus gros ou pas. Mais lui, en tant que paléontologiste, a regardé en détail ce que répondait ChatGPT, s'est aperçu que c'était un mélange de vrai et de faux assez inextricable. Donc, ChatGPT va vous rédiger une réponse qui va vous paraître pleine d'autorité et pleine de données et très pertinente, mais si vous n'êtes pas un expert, ça peut facilement vous mener par le bout du nez. Bon, Thierry, vous êtes rassuré. Oui. Voilà. Vous avez un an. Voilà, un an, ça s'améliore. La traduction automatique, hein, déjà, c'est assez décevant quand même. Quand vous faites de la traduction automatique, vous avez des phrases qui ont du sens, mais si vous... Parfois, parce qu'il y a des gens, pour faire des devoirs, ils rentrent une phrase en français, et donc ils récupèrent la traduction. Et c'est pas du tout l'esprit... moi, je pense à l'anglais. Ce qui ressort en anglais, c'est très alambiqué, ce n'est pas du tout une pensée anglaise. Et puis parfois il y a des fautes de syntaxe que l'élève n'a pas vu. Oui, alors. Et donc au final, on s'en rend compte. Hein, si on lit attentivement, on s'en rend compte. Ce n'est pas quand même bluffant. En effet, donc la traduction automatique, c'est un autre problème, et on compte sur les étudiants de l'ENESIA apparemment pour faire des progrès là-dessus, mais j'espère qu'ils vont garder quelque part une petite pensée pour les implications éthiques de ce qu'ils font. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je vous propose de poursuivre ce débat autour d'un verre et d'un buffet dans la pièce à côté, et il nous reste à remercier très chaleureusement Merci beaucoup.